professeur et directeur du département de mathématiques de l'Université de Namur, département qui fête cette année son 50e anniversaire. Notre invité est Joseph Winquin. Pour un grand nombre de personnes, les mathématiques restent cette matière scolaire qui inspire la peur et l'incompréhension. Est-ce que, en tant que directeur du département de mathématiques, pour vous, c'est une priorité de vouloir changer un peu cette image négative des maths? C'est vrai que c'est vraiment essentiel de vouloir changer cette image-là, parce qu'en fait, c'est toujours choquant en tant que mathématicien de parler avec quelqu'un dans la rue qui vous rétorque quand vous dites vous êtes mathématicien. Déjà, ça coupe la conversation très rapidement. On passe rapidement à autre chose. Ou bien les gens disent vous faites de la recherche en mathématiques, est-ce qu'on peut encore trouver quelque chose en mathématiques? Donc la perception du grand public par rapport à ça, c'est que c'est une connaissance, c'est un savoir figé. Alors qu'il est extrêmement dynamique. Je peux vous dire qu'on produit des milliers de nouveaux théorèmes chaque année, il y a des milliers de nouvelles découvertes chaque année, et une activité vraiment gigantesque que les gens ne peuvent pas percevoir nécessairement, parce que souvent dans la vie quotidienne des gens, c'est ce qui fait que beaucoup de choses fonctionnent sans qu'on se rende compte qu'effectivement il y a beaucoup de mathématiques derrière. Et donc j'aimerais vraiment bien pouvoir changer cette perception-là. On y travaille, mais ce n'est pas évident. Peut-être pour rebondir sur ça, voilà, concrètement, vous dites quand utilisons-nous des mathématiques au jour le jour? Ben, je dirais, oui, c'est une vaste question, ça, effectivement, un peu dans tous les actes de la vie quotidienne. Je dirais à l'heure actuelle, par exemple, une activité, je dirais, quotidienne de beaucoup de gens, ce qui peut leur prendre plusieurs heures par jour, c'est de surfer sur Internet. Quand vous recherchez un sujet par un mot-clé sur Internet, sur Google, pour ne pas citer ce moteur de recherche, il y a des mathématiques au travail là derrière, et énormément. C'est ce qui a d'ailleurs fait le succès de Google. Ils ont changé la méthode mathématique utilisée pour faire de la recherche sur Internet, qui a fait que leur moteur était beaucoup plus performant que d'autres. Mais là derrière, il faut savoir qu'il y a vraiment des outils mathématiques qui expliquent pourquoi ça fonctionne bien. Et donc ça, c'est une application que les gens vivent au quotidien. Quand vous vous connectez sur votre PC banking pour faire des virements sur Internet, etc., il y a nécessairement l'utilisation de la cryptographie. Et donc la cryptographie est une spécialité de mathématiques. Il faut savoir que c'est le traitement de très grands nombres qui fait que vous pouvez, en utilisant une clé, avoir accès de manière sécurisée à un site qui vous renvoie des informations sécurisées. Et donc là, ce sont aussi des mathématiques au travail. Quand vous écoutez le bulletin météo à la télévision ou à la radio, il est clair que là, il y a énormément de mathématiques derrière. Et en fait, comment dire, il y a énormément de situations de la vie quotidienne qu'on rencontre qui sont modélisées grâce aux mathématiques. Donc je dirais un des mots-clés vraiment du contact entre les mathématiques et la vie de tous les jours, ce sont les modèles. Que ce soit dans la finance, l'économie, la météorologie, mais aussi la climatologie, c'est d'autres types de modèles, la conduite automobile, la recherche de localisation par GPS, ce genre de choses. Il y a énormément de mathématiques là derrière. Et finalement, c'est des modèles basés sur des principes scientifiques du type physique, chimie, biologie, géologie, géographie, que sais-je, qui amènent à des modèles que l'on peut maintenant traiter grâce à l'augmentation phénoménale de la puissance des ordinateurs. Donc je dirais qu'il y a énormément de choses qui sont faisables dans la vie quotidienne actuellement, qui n'étaient pas il y a encore quelques années, grâce à l'augmentation gigantesque de la puissance des ordinateurs. Et donc il y a cette double aspect modèle et puissance des ordinateurs qui fait que les mathématiques sont davantage encore ancrées dans le quotidien. Oui, mais donc justement, est-ce que voilà, ces algorithmes qui sont de plus en plus puissants et qui font partie de plus en plus de notre vie de tous les jours, vous en dites les bienfaits d'un côté, mais ne pourrait-on pas voir là derrière des dérives parce que ces algorithmes vont par exemple construire des profils, nos profils, et donc finalement est-ce qu'il n'y a pas un aspect négatif là derrière? C'est clair qu'il faut garder à l'esprit ce danger effectivement de la mauvaise utilisation, mais c'est comme toujours, dans tout progrès, que ce soit technologique ou scientifique, il y aura toujours l'une ou l'autre personne mal intentionnée qui voudra utiliser ça à des fins, je dirais, qui ne sont pas louables, effectivement. Et donc, clairement, pour tout ce qui est l'utilisation d'Internet, les réseaux sociaux, c'est vraiment il y a encore risque de manipulation de l'opinion. Mais je suis convaincu que déjà, ça existe, une forme de manipulation de l'opinion. Ça existe déjà, sans qu'on ait eu besoin vraiment de moyens gigantesques comme maintenant. Mais je veux dire que beaucoup de personnes dans la rue, mais en particulier les jeunes, sont connectés en permanence sur Internet. Moi, je vois bien si j'ai le malheur, je ne sais pas comment il faut dire, d'aller dans la rue au moment des sorties d'école. Mais je dois dire tout le temps attention parce qu'on croise des jeunes qui sont le nez sur leur smartphone. Donc vraiment, et même pendant mes cours, je vois des étudiants qui sont en train de coller le nez sur leur smartphone. Et donc, c'est vraiment plus que jamais présent dans la vie quotidienne de tous les gens, et en particulier les jeunes. Et donc, il y a vraiment un grand risque de manipulation de l'opinion. Et finalement, c'est pas étonnant que de temps en temps, on voit des gens qui crient au scandale parce qu'ils sont offusqués par une opinion de quelqu'un, etc. Et c'est souvent à chaud.
Ça se fait de façon instantanée, sans recul, sans l'analyse qu'il faut pour cela. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on garde à l'esprit que la technologie doit être au service de ce qu'on veut faire et ce n'est pas un moyen, un objectif en soi. Et c'est pour ça que dans mon enseignement, par exemple, et mes collègues aussi, c'est toujours tableau écrit. Hein. Vous pouvez aller aussi dans les plus grands laboratoires de recherche, à l'étranger, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, que sais-je, même s'ils ont les plus grandes technologies, les plus évoluées, les plus avancées, leur moyen d'interaction idéal, c'est le tableau et la craie, ou la feuille et les crayons, quoi. Parce que finalement, on se concentre à fond sur la réflexion, et la technologie n'est pas un but en soi. Mais peut-être nous expliquer alors le lien entre manipulation d'opinion et les mathématiques. Enfin, avec ces algorithmes, le fait de, par exemple, cliquer sur un j'aime, mettre un j'aime sur une certaine page. C'est vrai que, comment dire, le profil d'utilisateur peut être détecté par la façon dont une personne se comporte sur un réseau social, effectivement. Maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup de recherches actuellement, notamment je collabore avec un collègue au département de maths, on organise une unité d'enseignement au niveau master, qui s'appelle Réseaux et systèmes, dans lequel on étudie vraiment les réseaux et la dynamique sur les réseaux. Ça peut reprendre toutes sortes de dynamiques, ça peut être la propagation d'une épidémie, la propagation d'une maladie, mais aussi la propagation d'opinions et ce genre de choses. Et donc, on étudie vraiment des moyens de dire qu'est-ce qu'on doit observer pour pouvoir reconstituer tout ce qui se fait à chaque nœud du réseau, ou bien comment agir sur le réseau pour qu'il ait un comportement prédéterminé. Et ça, évidemment, à l'heure actuelle, il y a des études fondamentales, théoriques, numériques, etc., qui sont développées, mais c'est très difficile de percevoir tous les enjeux qu'il y a là derrière, mais c'est clair qu'il y en a et qu'il y a des risques. Il y a des risques de mauvaise utilisation de ce genre d'outils. Et donc, à l'heure actuelle, c'est très prématuré parce que les choses évoluent tellement rapidement, mais il faut rester vigilant. Et c'est pour ça que quand nous, on forme des mathématiciens, et je pense que ça se fait ailleurs également, on ne veut pas de simples techniciens, mais des gens qui ont le sens des enjeux, qui soient sensibilisés aux questions éthiques. C'est vraiment et morales, c'est essentiel. Oui. Il y a des cours comme ça? Oui, d'office. C'est vrai. Toujours une marque de fabrique de l'Université de Namur. Ça. Il y a toujours eu, dans chaque année d'études, au moins un cours de philo, sciences religieuses, d'éthique morale, pour vraiment sensibiliser les jeunes à cela. Et également, on essaye de faire entrer les étudiants dans l'évolution historique d'un savoir. Parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure avec les mathématiques, on a l'impression que, tel qu'on les enseigne à l'heure actuelle, c'est figé et que ça n'évolue plus. Alors que ça évolue, mais alors là, à la vitesse VV'. Il y a une activité vraiment phénoménale. D'ailleurs, j'ai imprimé il n'y a pas longtemps un fascicule édité par une société mathématique en France, l'explosion des mathématiques. Et il y a un nouveau fascicule qui s'appelle l'explosion continue. Quand vous voyez tout le vaste champ d'application des mathématiques dans la vie quotidienne, c'est vraiment sidérant. Et donc, c'est vraiment dommage qu'on ne sensibilise pas suffisamment les jeunes à cela, mais c'est ce qu'on va faire bientôt. Parce que, le département fête son 50e anniversaire cette année. Et donc, vous avez vraiment vu une évolution en 50 ans de la manière dont les maths sont données, sont enseignées. C'est-à-dire qu'il y a encore des bases fondamentales qui sont incontournables quelque part, donc il y a quand même les matières de base qui sont incontournables. Maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'interactions. C'est-à-dire que, le pire dans le savoir et le progrès des connaissances, c'est le cloisonnage. Vraiment le cloisonnement, pardon. Donc vraiment la séparation dans des tiroirs de connaissances qui n'interagissent jamais les unes avec les autres. Alors qu'en fait, c'est un tout. On ne peut pas dissocier la philo des maths, la physique de la chimie, enfin, on travaille tous ensemble, la psychologie. Et donc, l'interdisciplinarité est vraiment un must, et ça se traduit de plus en plus, je dirais, dans les tendances de recherche et d'enseignement au niveau master, et aussi au niveau bachelier. C'est-à-dire que dans nos programmes, on a vraiment des introductions aux disciplines scientifiques de base, chimie, bio, etc., mais aussi l'économie, l'informatique, ce genre de choses. Et donc, on veut vraiment que nos étudiants aient envie de s'intéresser non seulement aux maths, mais à tout ce qu'il y a autour. On n'est pas seul dans notre coin. On est amené à interagir avec d'autres, et donc c'est ultra important de pouvoir dialoguer et faire comprendre aux autres que quelqu'un qui a une formation en maths n'est pas calé équation. Il veut juste une équation, pas savoir ce qu'il y a derrière. Non, c'est tout le contraire. Un matheux voudra savoir ce qu'il y a derrière. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des collègues qui venaient avec une équation, disent: est-ce que tu pourrais m'aider à résoudre l'équation? Je dis: mais ça représente quoi ton truc? C'est lié à quelle application? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Pour comprendre un peu les enjeux et quel genre d'hypothèse on peut mettre dessus pour que ça ait du sens par rapport à l'application. Et c'est comme ça on fait en général. On ne part pas d'une théorie pour elle-même, mais on la construit à partir d'applications qu'on veut traiter et de problèmes qu'on veut résoudre concrètement sur cette application. Oui. Et donc là, il y a à peu près 100 étudiants, un peu plus de 100 étudiants dans votre département. Est-ce que vous pouvez peut-être donner des exemples de débouchés? Parce que c'est vrai qu'on a dans l'image que quand on étudie les maths, c'est pour devenir prof de maths, mais finalement... Est-ce que c'est un nombre, est-ce que c'est la majorité des élèves qui... Non, loin de là. Je dirais en général, un quart des étudiants en moyenne
continuent dans l'enseignement après leurs études en master maths. Les 3/4 vont dans le privé. Donc certains font de la recherche, d'autres travaillent dans toutes sortes de sociétés privées pour faire de l'économie, de l'actuariat, des statistiques, de l'informatique. Donc c'est assez vaste finalement, comment dire, la formation en mathématiques est plus une formation et pour que finalement les gens aient en main les outils et les méthodes pour pouvoir s'adapter à toute nouvelle situation et apprendre en permanence. De toute façon, c'est vrai pour toutes les disciplines, il faut pouvoir continuer à apprendre en permanence et à pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines, d'autres spécialistes, effectivement. Et c'est seulement en bout de course qu'il y a les finalités. Donc, finalité approfondie pour les gens qui se destinent à la recherche, où il y a un stage de 3 mois à l'étranger. Finalité spécialisée pour ceux qui veulent s'investir en entreprise, où il y a un projet qui dure tout un quadrimestre, en collaboration avec une entreprise, où les étudiants sont vraiment mis dans le contexte de la réalisation d'un projet pour l'entreprise. Et la finalité didactique pour ceux qui veulent devenir enseignants. Et donc, je dirais donc les 3/4 des étudiants diplômés ne vont pas dans l'enseignement. Et peut-être, pour finir, vous, comment voyez-vous l'avenir des mathématiques? Je dirais brillant quelque part. Je pense que c'est c'est un virus qu'on attrape très jeune ou pas. Et une fois qu'on l'a, c'est une maladie terminale, entre guillemets. Je veux dire qu'on vit avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Finalement, c'est un peu la même démarche que les artistes qui sont passionnés par leur art. Un peintre, un sculpteur, un céramiste aura envie de vivre de son art jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai pour un matheux ou bien pour toute personne qui est passionnée. Musicien aussi, ce genre de choses. Et donc c'est grâce, je dirais, c'est avant tout une entreprise humaine. Donc, et alors l'envie d'être... c'est l'envie d'aller plus loin, parce qu'on est poussé par la curiosité. On veut découvrir des choses, faire avancer la connaissance, pour le simple plaisir de faire avancer la connaissance, sans se poser la question d'utilité. Parce que là, franchement, si on se pose a priori la question d'utilité, c'est une question tellement biaisée qu'on va rater complètement le coche. On a fait des très grandes découvertes qui sont révélées très intéressantes dans certains types d'applications, certaines questions, a posteriori. Mais si on se limite à l'avance, si on se laisse trop cadenasser a priori, l'avenir est quand même fort réduit à ce moment-là. L'avenir sera prometteur si on laisse toute liberté, je dirais, de réfléchir dans toutes les directions qu'on souhaite, a priori, et qu'on le permet à des gens passionnés. Voilà, je pense que donc il y a un grand avenir, je pense. Vous savez, les maths, c'est aussi vieux que la civilisation. C'est très, très ancien. Oui. Et donc, c'est pas venu comme ça. C'est venu à partir de problèmes quotidiens. Et puis, petit à petit, ça s'est construit de façon très abstraite. Et finalement, les mathématiques ont une vie en elles-mêmes, indépendamment de toute connexion avec la réalité, avec l'ancrage concret dans la vie quotidienne. Mais ça reste plus que jamais ancré dans la vie quotidienne également. Mais je pense que, l'utilité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et qui pourrait être vraiment réducteur. On risque vraiment de se couper de possibilités vraiment intéressantes de découverte si on a cet a priori-là. J'ai été effaré en lisant un article, je ne vais pas citer le journal quotidien dans lequel j'ai lu, par un philosophe qui était en train de, je ne sais plus de quel thème il parlait dans son article, mais il parlait de questions d'utilité justement. Et il citait toute une série de choses un peu inutiles. Et là-dedans, il citait les maths. J'ai sauté au plafond. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense, ce monsieur? Parce que franchement, il a une idée vraiment complètement erronée à côté de la plaque de ce que sont les mathématiques. Donc, l'avenir, je le vois très positif parce que finalement, ça fait partie de nous quelque part. D'accord. En tout cas, un tout grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous.